Bonsoir. Les cas positifs au Covid-19 progressent toujours au Togo et la sensibilisation, elle, se renforce toujours pour contrer le mal. Objectif d'ailleurs de cette émission hebdomadaire. Ce soir, nous parlons encore une fois donc de la pandémie avec le cas du Togo. Et pour nous en parler sur ce plateau, nous avons au professeur Didier Ekwevi. Il est professeur agrégé de santé publique, épidémiologiste, et qu'on nous présente plus ce plateau spécial Covid depuis plusieurs semaines. Professeur Ekwevi, bonsoir. Et nous avons également le médecin de santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en la personne de Dr Paul Pana. Dr Pana, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, professeur Ekwevi, déjà, je m'en veux vous poser la question que nous posons presque tous les vendredis. Et quelle est la situation actuelle de la pandémie dans notre pays? D'accord, merci beaucoup. Donc, actuellement, nous sommes à la semaine 13 de l'épidémie, c'est-à-dire que l'épidémie a débuté il y a 13 semaines. Nous venons de franchir la barre des 400 cas, actuellement 422 cas confirmés exactement, 13 décès et 197 cas guéris. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'au cours de ces 2 dernières semaines, nous avons eu un pic à la semaine 11 avec 149 cas. Oui. Ensuite, ça a légèrement baissé à la semaine 12 avec 56 cas. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 36 cas avec 27 cas enregistrés hier. D'accord. Et professeur, quelle interprétation faites-vous de ces chiffres-là? Les chiffres ont un intérêt parce que pour les chiffres, il faut créer après ce qu'on appelle des indicateurs, notamment des indicateurs épidémiologiques. Ces indicateurs ont l'avantage de pouvoir comparer ce qui se passe dans un pays. Exemple, si vous prenez le cas de la mortalité, où le terme exact c'est la létalité, nous avons enregistré 13 décès sur les 422. Ce qui nous fait à peu près une létalité autour de 3%. Alors que dans la sous-région ouest africaine, nous avons une létalité autour de 2,2%. Donc ça permet de juger et de voir ce qui se passe dans un pays, de comparer. Nous pouvons aussi regarder ce qui se passe chez les enfants. Chez les enfants, par exemple, nous avons une létalité qui est un peu haute, de l'ordre de 14%, alors que c'est ce qui n'est pas décrit dans la littérature. Mais au-delà de tous les chiffres, ce qui est important pour nous, c'est d'éviter les décès. Parce qu'au niveau des décès, c'est un drame familial qui se joue, c'est un drame personnel qui se joue, ce sont des souffrances individuelles. Et pour ne pas paraphraser Nelson Mandela, c'est-à-dire que le Covid n'est pas qu'une affaire de statistiques, mais c'est également une affaire de souffrance individuelle, de souffrance familiale et de souffrance économique. D'accord. Alors, docteur Pana, en tant qu'épidémiologiste et ancien représentant de l'OMS, vous suivez, disons, l'actualité avec nous. Quelle analyse faites-vous de la gestion de la pandémie au niveau du Togo? Merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait dire à la suite de ce que le professeur Ekwevi vient de dire, que les statistiques nous permettent également de suivre l'évolution de la maladie dans le temps et dans l'espace. Alors, par rapport à ça, nous constatons qu'au début, nous avions eu des cas moindres. Oui. Et au fur et à mesure, les cas se sont augmentés au fur et à mesure qu'on avance. Et si vous regardez, comme il a dit, depuis le début de la pandémie, on a eu des hauts, on a eu des bas, avec un point culminant vers la semaine 11 de l'épidémie, correspondant à la semaine 20 de calendrier. Alors, et après ça, on a vu que aussi les cas diminuaient un peu. Alors, ceci montre que nous sommes devant une épidémie qui risque de durer dans le temps. Mais les mesures qui ont été prises par le gouvernement, nous devons dire que ce sont des mesures qu'on retrouve dans beaucoup de pays face
à cette pandémie. Et ces mesures sont bien sûr prises parce qu'elles ont des bases factuelles, elles ont des bases fondées. On ne les a pas prises au hasard comme ça. On a étudié pour voir la manifestation, bien que ce soit une nouvelle maladie. Les chercheurs ont pu montrer quel est le mode de transmission, comment il se manifeste dans l'organisme de l'homme, quelles sont les conséquences lorsqu'il rentre dans cet organisme, etc. Et c'est par rapport à ça que des mesures barrières ou des mesures de riposte ont été proposées pour contrer justement la propagation du virus. S'agissant du Togo, si vous remarquez, les mesures barrières qui ont été proposées ne sont pas totalement différentes de ce que les autres pays dans le monde ont proposé ici comme des mesures barrières venant justement des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé qui propose aux États les mesures de lutte contre les maladies en général et la pandémie en particulier, celle du coronavirus. D'accord. Docteur, est-ce que, en voyant ces chiffres-là, est-ce qu'on devrait s'inquiéter de l'augmentation des nombres de cas? Bon, je ne dirais pas qu'il faudrait s'inquiéter parce que quand on s'inquiète, on panique. Et c'est ce qui n'est pas bon. Généralement, je dis, lorsque vous êtes de la santé, et vous êtes un médecin, un infirmier, une sage-femme, vous ne devez pas paniquer devant une situation, notamment lorsqu'il y a un malade. Parce que si l'agent de santé panique, il sera troublé et il ne va pas trouver la solution idoine pour pouvoir traiter le malade qui est en face de lui. C'est la même chose. Bon, bien sûr, la population, le citoyen lambda, lorsqu'il entend que ça tue les personnes, etc., il a un peu peur, il est paniqué. Mais il ne faudrait pas s'alarmer. L'idéal aurait été qu'on ait 0 cas. Oui. L'idéal. Mais comme on ne peut pas avoir 0 cas, il faudrait ce qu'on appelle les mesures de mitigation pour pouvoir limiter les dégâts dus à cette maladie-là. C'est pour cela que nous pensons qu'avec les cas que nous avons périodiquement, on devrait déjà s'habituer, comme je l'avais dit tantôt, à ce que on s'apprête à vivre avec la maladie. Parce que depuis qu'on a commencé, elle présente des facettes qui montrent que ce n'est pas comme les autres épidémies où on jugule, on endigue la maladie et elle s'arrête. Vous voyez qu'il y a des petits cas, de nombreux cas qui arrivent, puis elle redescend, etc. Donc on doit se préparer, ne pas avoir peur, mais vivre avec la maladie comme on est habitué à vivre avec le paludisme, par exemple, avec le VIH, par exemple. Donc cela ne doit pas trop nous inquiéter, mais cela plutôt doit nous amener à être plus conscients dans la mise en œuvre et l'application des mesures barrières. D'accord. Professeur Ekwevi, donc on ne doit pas s'inquiéter quand on nous dit, disons de mercredi à jeudi, on a 27 cas. Bon, on ne doit pas s'alarmer. Théoriquement, non. Parce que il y a 2 façons de regarder les chiffres. La première façon, c'est ce que nous appelons les cas cumulés. Les cas s'additionnent. Donc forcément, les cas vont augmenter. On est passé de 100 à 200. Et comme je viens de le dire, nous venons nous passer la barre des 400. Mais en épidémiologie, nous, on regarde ce qui se passe par semaine ou ce qui se passe par jour. Et nous avons une évolution en dents de scie. Il y avait eu même 2 ou 3 jours où nous avons eu 0 cas. Oui. Et tout le monde pensait que c'était la fin de l'épidémie. Non. Et jusqu'à présent, aucun pays dans le monde n'a déclaré la fin de l'épidémie. Ça veut dire que nous continuons à enregistrer des cas. Même en Chine, l'OMS continue toujours à enregistrer des cas. Donc nous allons apprendre à vivre avec la pandémie. Ça, c'est notre nouveau message que nous devons faire passer à la population. Apprendre à vivre avec le virus. Bon, professeur, alors, apprendre à vivre avec le virus, oui, mais disons que l'épidémie prendra fin un jour, sûrement. Personne ne peut prédire la fin de l'épidémie à ce jour. Personne ne peut prédire la fin de l'épidémie.
à ce jour. Comme je viens de le dire tantôt, si vous prenez le cas de la Chine, l'épidémie a débuté en décembre. Oui. Nous sommes en mai, fin mai, ça fait 6 mois. Et la semaine dernière, la Chine a enregistré encore 25 cas. Ça veut dire ça fait 6 mois. Au Togo, nous sommes au 3e mois ou bien à la 13e semaine. Donc cela veut dire que l'épidémie va durer. Oui. Et nous disons, un terme que nous utilisons, pour même dire la fin de l'épidémie, il faut attendre pratiquement 1 mois sans cas, sans 0 cas. Donc pour moi, nous allons apprendre à vivre avec le virus. Quand est-ce que l'épidémie prendra fin? On ne sait pas. On ne sait pas. Et sachant que nous sommes passés de ce que nous avons appelé au début une épidémie, c'est-à-dire des foyers ou des cas localisés, nous sommes ensuite allés vers une pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie était présente dans plusieurs pays. Oui. Et nous allons maintenant vers une endémie, c'est-à-dire que l'épidémie sera, ou la maladie sera présente tout le temps, comme vient de le dire le docteur Pana, comme le VIH, comme l'hépatite B, comme l'hépatite C. Bon, d'accord. Docteur Pana, c'est vrai que tout à l'heure, avec le professeur Ekwebi, vous avez parlé de vivre avec la maladie comme on vivrait avec le paludisme. Mais le problème, docteur, c'est que le paludisme ou les autres maladies avec lesquelles nous vivons ne sont pas si contagieuses que le Covid-19. Alors, est-ce que ça ne va pas être compliqué? C'est vrai, on l'a dit souvent, la Covid-19 est une maladie qu'on ne connaissait pas. On connaissait les maladies apparentes comme le SARS, le MERS, etc. Donc, au fur et à mesure qu'on lutte, on mène les stratégies de lutte, on indique la maladie de Covid-19. Au fur et à mesure, on cherche aussi, on apprend. Donc, les recherches continuent et nous avons foi que d'ici quelques temps, on pourra voir quelles sont les mesures qui peuvent être élevées et pour qu'on puisse vivre avec, et les mesures qu'on doit absolument continuer de mettre en œuvre afin de ne pas connaître une nouvelle flambée. Parce que c'est de ça qu'il est question. Est-ce que si on lève toutes les mesures barrières aujourd'hui, qu'est-ce que demain va nous donner? Et l'expérience a déjà montré, même dans le monde, que certains pays qui avaient levé quelques mesures barrières ont connu dans les jours suivants une flambée de la maladie. Donc, il faudrait qu'on soit un peu prudent. Et c'est pour cela qu'on va faire des études pour voir quelle est la mesure que l'on peut maintenir pendant longtemps et que les gens peuvent vivre avec. Je sais que toutes les mesures, et certaines sont contraignantes, mais contraignantes également à des degrés différents. Donc ces études-là vont pouvoir nous permettre de dire cette mesure-là, on peut la lever, cette mesure-là, on peut la garder, cette mesure-là, on peut plus ou moins la garder. D'accord. Alors, professeur Ekwebi, si nous voyons, disons, la situation qui est présente, pourquoi ne pas passer, disons, au dépistage généralisé alors? Effectivement, c'était une proposition, et même l'Organisation mondiale de la santé avait dit tester, tester, tester. Oui. Mais je voudrais juste rappeler qu'il y a 2 types de dépistage. Il y a ce que nous appelons le dépistage de masse ou le dépistage généralisé. Et ce dépistage, c'est pour tout le monde, sans aucune restriction. Et en général, on fait ce dépistage quand vous avez des méthodes simples, qui sont peu coûteuses et qui sont accessibles. Même pour une maladie comme l'hypertension artérielle, on ne fait pas de dépistage généralisé. Vous avez à peu près 20 à 30% de la population togolaise qui ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Oui. Dans le cas du Covid, nous disons qu'il faut aller vers un dépistage ciblé parce que les méthodes utilisées sont difficiles. C'est un prélèvement nasopharyngé. Deuxièmement, on utilise une technique qu'on appelle la biologie moléculaire. Et troisièmement, on est dans une pandémie où la demande est élevée avec un risque de rupture de réactifs. Vous avez un pays qui est champion du monde, champion d'Afrique, pardon, du dépistage, qui est l'Afrique du Sud, qui actuellement a des problèmes de réactifs.
Donc nous ne pouvons pas aller vers un dépistage généralisé parce que tout simplement, nous ne pourrons pas répondre totalement à cette demande. Mais j'aimerais quand même avoir aussi l'avis de Dr Pana par rapport à cette question sur le dépistage généralisé et de bien expliquer que nous avons un dépistage ciblé, voyageurs, les personnes suspectes et les contacts. Et quand vous regardez la configuration de ces 422 cas confirmés, vous êtes 50% de voyageurs. Vous avez 30% de contacts et 20%. Donc si vous dépistez, vous risquez de perdre un peu d'argent. Et juste pour terminer, nous avons fait une étude pour voir la circulation du virus au sein de la population en ciblant les populations dites à haut risque. Sur 1000 personnes testées, 7 avaient le virus. 7 avec le virus. Ce qui nous a amené à dire que le virus circule peu dans une certaine catégorie de la population. Et c'est pour cela que l'approche préconisée jusqu'à présent, c'est un dépistage ciblé. D'accord. Docteur Pana, on reste toujours avec le dépistage ciblé? Je pense que le professeur Ekovi vient de donner quelques raisons pour lesquelles on ne peut pas dire qu'on peut généraliser le test. Je vais peut-être compléter certaines choses. Je pense que dans toute stratégie de lutte contre une maladie, il y a plusieurs aspects qu'on prend en compte. On voit d'abord l'effet bénéfique sur le plan scientifique. Et c'est ce que le professeur Ekovi vient de dire. Si on regarde, on prend une population X, on se pose la question, est-ce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui ont contracté la maladie? Et la réponse, c'est qu'avec cette petite étude pilote, nous montre qu'au Togo, ce n'est pas le cas, donc dans la population. Surtout que quand on va vers des populations qui sont supposées avoir rencontré le virus, tels que les agents de santé, les agents qui travaillent à l'aéroport, au port, les gens qui travaillent chez nous ici, les émigrants, etc. Donc, quand on voit ce qu'on appelle la physionomie de l'épidémie, eh bien, ce sont ces gens-là qui ont la probabilité de rencontrer le virus. Et donc, c'est pour ça que cette étude a été faite. Deuxième élément, c'est que lorsqu'on fait un dépistage généralisé, ça a des coûts. Ça a des coûts. Est-ce que le décideur va aller faire le dépistage au sein de la grande population? Et je dis en passant qu'aucun pays au monde ne l'a fait pour le moment. Aucun pays ne l'a fait pour le moment. Est-ce que nous allons dire, par exemple, qu'on va aller dépister les près de 8 millions que nous sommes Togolais et on va trouver un peu et on va dépenser des milliards, parce que c'est des milliards qu'il faut. Il y a le test, il y a les hommes qu'il faut utiliser. Après, maintenant, pour pouvoir prendre en charge. Il faut prendre en charge les gens. Alors qu'on est allé tester peut-être les 8 millions, on n'a trouvé qu'une centaine de peut-être milliers de personnes. Et l'argent qu'on a mis dedans aurait pu servir pour la prise en charge de ces personnes moindres. Et c'est pour ça que le système de dépistage au niveau des formations sanitaires a été accéléré pour qu'on puisse voir ceux qui viennent en consultation, on puisse pouvoir dépister ces personnes-là. D'accord. Et Dr Pana, justement, en restant avec vous, moi je voudrais évoquer très rapidement, disons, cette alerte qu'avait lancée l'OMS au début de la pandémie au niveau de l'Afrique. L'OMS disait qu'il faudrait que l'Afrique se prépare au pire. Bon, aujourd'hui, avec, disons, on va dire, l'évolution de la pandémie sur le continent, est-ce qu'on va dire encore que, bon, votre ancienne maison nous a juste affolés pour rien? Bien, j'ai écouté, je suis bien ces débats sur le plan national, sur le plan régional et mondial. D'abord, je voudrais d'emblée dire ceci. L'Organisation mondiale de la santé est une structure composée par les États membres. L'Organisation mondiale de la santé est un secrétariat de 194 États membres. Par ricochet, donc cette organisation n'est qu'une organisation conseillère et conseille les États membres.
l'Organisation mondiale de la santé, dans ses déclarations, dans ses décisions, ne dit jamais « je vous demande, De faire... je vous dicte », dit « je vous conseille ». Elle reste une institution conseillère des États. Et c'est pour ça que même sur la position, avant de revenir sur cette question-là, sur la question de la chloroquine, elle a dit « je propose ». Donc, et maintenant, les États décident. L'OMS a dit, par exemple, que bon, il faut faire attention. Bon, maintenant, chaque État décide. Maintenant, par rapport à ça, c'est une alerte. Madame Anita, si vous allez au village, on vous dit, attention, la nuit, il ne faut pas aller vers ce sentier parce que vous risquez de croiser beaucoup de serpents par là. On ne nous a pas dicté de ne pas aller. On vous a conseillé de ne pas aller. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Le maître n'a pas dit qu'en Afrique, on va avoir des millions de morts. Il a dit, attention, on risque d'avoir beaucoup de surprises en ce qui concerne les décès en Afrique. Et parce que l'analyse des systèmes de santé dans nos pays permettait de pouvoir avoir cette vision et cette position-là. D'autant plus que les pays qui sont qualifiés de pays nantis, les pays qui sont qualifiés d'avoir des systèmes de santé robustes, connaissaient des milliers de morts. Voilà, donc alors, par rapport à ça, la maladie n'étant pas encore arrivée en Afrique, on s'est dit, mais si cela se passe chez les autres, dont les systèmes de santé, les infrastructures sont efficaces et robustes, si on a des milliers de morts, mais donc si ça arrivait dans les mêmes conditions, ce sera l'hécatombe. Voilà. Donc voilà cette analyse que l'Organisation mondiale de la santé a proposée aux États. Elle dit attention, veillez à vous préparer suffisamment pour que ce ne soit pas le pire si jamais la pandémie venait dans nos pays. Personnellement, je pense qu'on nous a avisés. Voilà. Et peut-être que c'est ça qui explique. Qui a permis même qu'on se réveille très vite. Absolument. D'accord. Professeur Ekovi, quand vous avez écouté ou vous avez appris cette alerte, bon, vous êtes membre du corps sanitaire, vous n'avez pas eu une même réaction que nous sûrement, mais c'est sûr que ça vous a fait tiquer un peu. Pas tout à fait, parce que moi j'ai vu le bon côté de l'alerte. Cette alerte a permis de fermer vite les frontières. Ça, c'était une décision qui était très rapide. Cette alerte a permis également de demander aux élèves de rester à la maison. Et cette alerte nous a permis de nous préparer. La chance que nous avons en Afrique, c'est d'avoir eu 3 mois et de se préparer. Maintenant, l'OMS nous dit nous allons avoir une épidémie qui est silencieuse. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment la profondeur de l'épidémie. Mais tant que nous n'aurons pas de décès, nous avons maintenant les armes pour pouvoir faire face à l'épidémie. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 mois. Donc, ce qui nous a permis de nous préparer, de prendre un certain nombre de dispositions, d'avoir dans chaque maison des dispositifs de lavage des mains, d'apprendre à utiliser le masque, de parler de distanciation sociale et de sensibiliser la population. Qui aurait pu imaginer qu'un pays comme les États-Unis va franchir la barre des 100 000 décès? Qui? En étant hyper préparé avec tous les respirateurs au monde qu'il y a. Donc c'est pour cela que on nous a prévenus, on a pris en compte les alertes, les conseils et nous nous sommes préparés. D'accord. Alors, Dr Pana, pour en revenir justement à ce qu'on disait, ce que vous disiez par rapport au fait de vivre avec la maladie, du Covid-19, alors s'il faudrait vivre avec, justement, quels sont les comportements qu'on devrait peut-être abandonner et quels sont les comportements qu'on devrait avoir maintenant pour pouvoir vivre avec la maladie? Je pense que je l'avais dit tantôt. L'analyse de ce que nous appelons la pondération des mesures barrières en épidémiologie, quelles barrières, mesures barrières pèsent plus que l'autre, etc. Mais on s'est rendu compte que la conjonction de toutes ces mesures barrières, dans les débuts, pouvait amener à pouvoir mieux mitiguer la maladie. Pour
pour le moment, il y a des comportements qui sont plus à risque que les autres. Quand vous prenez par exemple, on sait que la transmission se fait par les mains souillées, les mains sales. Alors si vous les portez au niveau de vos orifices, notamment les yeux, la bouche et les nez, vous contractez la maladie. Donc, nous allons toujours continuer à laver les mains. Même s'il n'y avait pas Covid-19, avant, on se lavait les mains juste pour aller manger, etc. Mais ça, c'est une habitude que nous allons pouvoir garder et puis renforcer pour que ça devienne des réflexes. Oui. Vous avez le port de masque. On n'avait pas l'habitude de porter les masques. Oui. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez... Et il y a une maladie qu'on pouvait contracter facilement parce qu'on ne sait pas, c'est la tuberculose. Oui. Vous êtes quelque part, quelqu'un tousse, il est tuberculeux, vous respirez ça, vous avez pris la maladie. Mais est-ce que c'est pour ça que nous allons porter les masques tous les jours? Je ne pense pas. Bon, donc maintenant, avec cette maladie, elle est plus fulgurante que la tuberculose, par exemple. Est-ce que nous allons continuer à porter les masques pendant une année? Ça, c'est une grande question à laquelle moi, je ne pourrais pas donner une réponse tout à l'heure. Mais maintenant aussi, il y a l'autre mesure barrière clé qui est la distanciation sociale. Oui. Est-ce que nous allons pouvoir garder aussi cela? La distance, tout ça là. Ça aussi, il faudrait que les études nous montrent, parce que ce que nous attendons et qui a commencé à venir, c'est que, est-ce que parmi la population, il y a au moins, la science montre qu'il y a au moins 80% qui peuvent contacter le virus, mais ne pas développer la maladie. Oui. Cela va entraîner ce que nous appelons l'immunité collective. On n'est pas encore arrivé à ça. Et pour avoir l'immunité collective, il va falloir qu'une grande population, une grande forme, puisse être au contact. Donc, ce sont des études qui sont en train d'être menées pour donner quelles mesures barrières est plus recommandable en permanence qu'une autre. Et là, je ne peux pas tout de suite dire quel comportement voilà, on va donner aux gens. Ben, ce qui est sûr, c'est que pendant cette période encore où l'épidémie n'a pas atteint son pic et qu'a commencé à regretter, eh bien, il faudrait continuer les mesures barrières. C'est pour ça que nous disons que les gens qui sont guéris et qui reviennent à la maison, ils doivent continuer à mettre en œuvre les mesures barrières édictées. D'accord. Alors, professeur Ekovi, parlons justement de ces mesures barrières, toutes, disons, ces mesures prises par le gouvernement pour contrer le mal. Si vous devez faire peut-être, disons, une observation générale, est-ce que le Togolais respecte ces mesures-là? Le Togolais est-il discipliné ou il reste encore du travail de sensibilisation? Il faut toujours peser les avantages et les inconvénients des mesures. Sur la base des données scientifiques, dans l'étude que nous avons réalisée ensemble avec le Dr Panam, nous avons pu montrer que la mesure la plus difficile, c'est la distanciation sociale. Et que c'est seulement 69% des Togolais qui arrivaient à pratiquer cette distanciation sociale, mais dans un milieu que nous pouvons considérer comme un milieu aisé. Donc la distanciation sociale, elle est difficile. Maintenant, il y a ce que nous pouvons appeler des mesures d'observation, c'est-à-dire quand nous sommes dans la rue, de voir si les sujets portent par exemple le masque. Il est difficile de donner des chiffres, mais c'est un travail qui va prendre du temps. Si vous prenez même l'exemple du préservatif pour lutter contre le VIH, ça a pris du temps. Malgré cela, certains refusent de porter le préservatif. Donc, il y a ce que nous appelons la communication. Ensuite, la sensibilisation, accepter le message et maintenant changer de comportement. Donc, c'est un processus qui est progressif. En 3 mois, les gens ne peuvent pas changer complètement de comportement. Ils vont apprendre. On va apprendre à vivre avec ce virus. Et si vous prenez par exemple le port du masque, dans les pays asiatiques, ils portaient les masques depuis. Oui. Ce qui n'est pas le cas, c'est nouveau pour nous. Au bout de 2-3 minutes, on est fatigué. On va l'enlever. On le met sous le menton. Vous allez voir qu'au bout de 4, 5, 6, 7 mois, on va porter le masque. Et c'est comme par exemple, vous allez voir une dame qui ne peut pas sortir sans son sac à main. Bientôt, ça sera comme pour le masque. Quand vous sortez, vous allez chercher le masque
parce que vous avez oublié quelque chose. Mais tout ceci sera progressif. Progressif, d'accord. Docteur Pana? Oui, je pense que c'est cette question, comme l'a dit le professeur Ekwe, le changement de comportement de l'homme prend du temps. Oui. Surtout quand il n'était pas habitué à ces attitudes. Je dois dire qu'il faut féliciter la population togolaise en général d'avoir accepté les mesures barrières qui ont été proposées et dictées pour le bien de nous tous. Oui. Ça a permis quand même de pouvoir avoir certainement, en attendant qu'on puisse démontrer que c'est ça qui a permis d'avoir les moindres cas, on sait quand même, on peut dire que la grande partie de la population met en application ces mesures barrières. Nonobstant qu'on observe, comme dans toute société, des gens qui ne croient pas encore à la maladie. Oui. On observe que des gens n'appliquent pas correctement certaines mesures barrières, par exemple comme le port de masque. On rencontre dans la rue ou dans les structures, les magasins, etc., des gens qui prennent le masque et les mettent sous le menton. Et nous rappelons que la mesure barrière, il y a aussi le côté de la qualité de la mise en œuvre de cette mesure barrière. Voilà. Alors, le masque, c'est pour protéger le nez, la bouche, principalement. Et le masque doit aller jusqu'au menton. Parce que si vous ne le mettez pas jusqu'au menton, eh bien, lorsque vous allez parler, il va s'enlever facilement. Il y a aussi le fait que les gens, on a dit qu'il faut éviter de se déplacer. On a remarqué que, beaucoup de gens sortaient comme ils voulaient, ils allaient faire leurs activités, c'est normal. Mais au moins pour certains déplacements qui ne sont pas vraiment nécessaires, il faut les limiter. C'est pareil pour les enterrements où on a mis un certain nombre qu'il faudrait respecter. Parce qu'on ne sait pas. Le virus, quelqu'un qui porte le virus, on n'a pas écrit sur son front. Non. Donc, vous pouvez le prendre sans le savoir. C'est pour ça que la distanciation sociale qu'on a proposée, 1 mètre minimum, permet... Parce que on n'a pas fixé 1 mètre au hasard. Non. On a étudié, on a vu que si quelqu'un... À cette distance. Voilà, à cette distance, si quelqu'un émet les éjections de ses narines ou bien de sa bouche, ou bien en toussant, ou bien en éternuant, si vous êtes à 1 mètre et que vous n'avez pas porté de masque, vous risquez de ne pas prendre la grande quantité. Donc au-delà de 1 mètre, c'est encore mieux. Alors, mais on voit quand même que il y a des gens, tu les retrouves autour d'une tasse de thé. Ils se disent non, autour de la maladie. Là, surtout les petits cabarets de Tchoukoutou, de Sorabi. Ils sont là, ils ne portent pas de masque. Et puis, ils sont en train de se parler, ils sont à moins de 1 mètre. Je pense que ce sont des comportements que nous devons réviser. Et on doit toujours rappeler à nos frères, à nos sœurs. C'est pour cela que nous pensons que l'application des mesures barrières, cette application est individuelle, mais aussi collective. Parce que si vous avez un membre de famille qui ne respecte ça, il est en train de vous mettre en danger. Il faut le rappeler de pouvoir mettre en application ces barrières. D'accord. Après ça, tout à l'heure, le docteur Pana parlait de la qualité de la mise en œuvre de la mesure. Et l'une des mesures, c'est le lavage des mains. Et on a compris que le lavage des mains sous-entend utiliser du savon pendant peut-être 15 secondes avant de se rincer les mains. Mais je ne sais pas si les gens sont essoufflés d'acheter du savon, mais depuis un certain temps, vous voyez des dispositifs de lavage des mains rien qu'avec de l'eau de Javel. Et on vous dit que, c'est la même chose, ça détruit les virus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, professeur? D'accord, ok. Ça, je ne savais pas que les gens utilisaient de l'eau de Javel. Mais il faut d'abord faire attention à l'eau de Javel. Voilà. Parce que l'eau de Javel demande une certaine préparation. Il faut d'abord la dilution. Donc, il faut d'abord bien diluer. Pour savoir les proportions. Pour savoir les proportions et l'utiliser. Deuxièmement, une utilisation régulière et fréquente de l'eau de Javel entraîne des irritations de la peau et entraîne des brûlures oculaires.
Troisième problème, c'est les accidents domestiques. Si vous préparez de l'eau de Javel et que vous le déposez quelque part et que l'enfant va boire de l'eau de Javel, vous avez un décès avec des complications digestives. Donc voilà un peu d'abord les problèmes liés à l'eau de Javel. Mais on peut utiliser l'eau de Javel pour nettoyer les portes de temps en temps, les poignées des portes de temps en temps. Mais nous disons qu'avec le savon et avec de l'eau, c'est suffisant. C'est suffisant pour tuer le microbe, pour tuer le virus et se protéger. Ça fait partie des gestes barrières. Donc attention à l'eau de Javel qui peut entraîner beaucoup plus de complications. De complications que... D'accord. Alors, nous continuons toujours avec, disons, ces informations qui nous arrivent ça et là. Il faut parler maintenant de l'utilisation de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Depuis quelques jours, quelques semaines, on a donc appris par l'OMS que l'utilisation de cette molécule-là serait presque en suspension par rapport à une étude qui affirmerait que des décès seraient survenus juste après l'utilisation de cette molécule-là. Alors, quelle est la position du Togo? Comment reçoit-on cette information au niveau national? Nous allons d'abord suivre ce sujet. La question a été posée ou des explications ont été données par le professeur Djibril, le coordonnateur ou les responsables de la coordination nationale de riposte et de lutte contre le Covid-19. Nous suivons ce reportage et nous revenons en plateau pour la suite des débats. Qui a suscité beaucoup d'espoir face au Covid-19, la chloroquine. Après plusieurs polémiques autour de ce médicament, la plupart des scientifiques étaient finalement d'accord sur l'utilisation de cette molécule ou son dérivé, l'hydroxychloroquine, sur des patients atteints du Covid-19. Ces derniers jours, le sujet revient sur le tapis et suscite encore plus d'inquiétudes. Doit-on continuer le traitement à la chloroquine sur des personnes contaminées par le Covid-19? Quand on analyse la publication qui a été faite dans Lancet et quand on regarde les patients qui ont survécu et les patients qui n'ont pas survécu dans cette étude, on constate que la surmortalité a été attribuée à la chloroquine, alors qu'il y a d'autres facteurs qu'on appelle des facteurs confondants. Je m'explique. Quand j'ai lu cet article, il y a d'abord un biais de sélection et un biais d'interprétation. Les cas qui n'ont pas survécu avaient significativement en rapport une association avec un âge élevé, avec un état d'obésité plus élevé, avec des antécédents de maladies cardiaques élevés, avec un état métabolique, notamment le diabète et les problèmes lipidiques élevés. Aussi avec une consommation de tabac beaucoup plus élevée. Vous voyez que dans ce groupe, il y a beaucoup plus de facteurs qui peuvent aggraver la maladie. Et aussi, quand on regarde les études antérieures qui ont été faites aux États-Unis, en Chine et en Italie, qui ont montré une association significative de ces pathologies au décès dans le cas du Covid-19. Ça serait paradoxal d'attribuer uniquement le décès de ces patients à la chloroquine seulement. Et quand on regarde ce que le professeur Raoul avait dit avant, c'est qu'il faut mettre la chloroquine très tôt. Donc en prenant tous ces éléments, on se dit que la conclusion a été biaisée. Biais de sélection, biais d'interprétation. Chez nous ici, ce n'est pas maintenant que nous prenons la chloroquine. Nous connaissons les effets secondaires de la chloroquine. Si on nous dit, dans cette situation où il n'y a pas autre solution, et qu'on nous dit que la chloroquine apportera une solution, nous n'avons rien à perdre en utilisant la chloroquine. Pour l'instant, nous continuons l'utilisation de la chloroquine chez nous. Le Togo va donc poursuivre le traitement à la chloroquine
étant donné que ça fonctionne sur les patients et que c'est approuvé depuis longtemps dans la prévention du paludisme. Cependant, il nécessite de faire la différence entre les décès liés au Covid-19 et les décès associés au Covid-19. Si par exemple quelqu'un fait un accident de la voie publique, il arrive à l'hôpital, on teste Covid-19 positif. Est-ce qu'il est décédé du Covid-19 ou de l'accident? Normalement, dans ce type de décomptage, nous ne devons pas compter ce cas comme dû au Covid-19. Et quand on regarde dans nos chiffres, il y a environ 8 cas comme ça. Sinon, actuellement, si on veut vraiment lier les décès au Covid-19, il y aura environ que 5 cas de décès. Quand on explique dans ce sens-là. Bien sûr, parmi les 5 cas, il y aura association avec d'autres pathologies qui ont aggravé la maladie. Au lieu d'être contaminé et se faire traiter à la chloroquine, n'est-il pas mieux de respecter les mesures barrières pour se prémunir de la maladie? La question, donc, elle vient à point nommé. Alors, professeur Ekwevi, nous avons écouté tout à l'heure professeur Djibril et tout, mais quelle est votre position par rapport à cette, disons, polémique entre griffes sur la chloroquine? Il y a en réalité pas de polémique. C'est-à-dire que c'est un débat scientifique. Ah, okay. Et quand il y a un débat scientifique, il y a toujours un peu de passion. Mais il faut se dire que c'était une bonne piste, la chloroquine. D'accord. C'était une bonne piste. Et il y a eu une étude de Didier Raoult qui a montré l'intérêt de cette molécule. Oui. À partir de là, plusieurs études ont été réalisées dans le monde. Il y a eu plus de 150 essais cliniques sur la chloroquine. 150. Il y a 24 articles publiés dans les revues internationales. Et dans ces revues, il y a 3 ou 4 qui ont montré l'effet bénéfique de la chloroquine et une vingtaine qui ont montré un effet, disons, néfaste ou mitigé, avec une surmortalité et avec l'apparition de ce que nous appelons des troubles cardiaques. C'est comme si vous avez un restaurant qui perd ses étoiles. Ou bien c'est comme si vous avez un hôtel 5 étoiles qui est devenu 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Plus vous avez des données, plus vous avez une masse critique pour pouvoir prendre une décision. Et donc c'est ce qui se passe actuellement. L'OMS a fait juste une pause en disant dans l'essai Solidarity, l'OMS faisait un grand essai qu'on appelait Solidarity, nous allons analyser les données que nous observons pour voir s'il faut continuer ou non la chloroquine. Nous avons commencé à utiliser la chloroquine chez plus de 200 patients. Quelles sont les données africaines? Moi, j'attends de voir les données africaines avant de me positionner. Ce n'est pas un débat d'Européens. Sortons du débat européen, des publications du Lancet, etc. Où sont les données africaines? Disons, balayons d'abord devant notre porte. Où sont les données africaines? Est-ce qu'avec la chloroquine, chez l'Africain, nous avons une meilleure clairance ou bien une meilleure diminution de la charge virale? À partir de là, nous pouvons conclure. Ça, c'est sur le plan scientifique. Maintenant, sur le plan pratique, si demain nous disons que nous n'allons pas utiliser la chloroquine, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça aussi la position de certains scientifiques. Vous savez, le lopinavir, ritonavir, qui est un médicament qu'on utilise dans le cas du VIH, qui entraîne des troubles digestifs, mais qui est efficace, qui semblerait efficace selon certaines études, pas efficace selon d'autres études. Vous avez le remdesivir, qu'on utilise dans le cadre de la maladie Ebola, efficace selon certaines études, pas efficace selon certaines études. Donc voilà un peu le débat. Plus nous avons des données, moi j'attends que l'Organisation ouest-africaine de la santé, les chercheurs africains compilent les données en disant depuis 3 mois, nous utilisons de l'hydroxychloroquine, voilà ce que nous avons observé.
Nous n'avons pas observé de malformation cardiaque et à partir de là, nous prenons une décision africaine. Voilà un peu ma position là-dessus. D'accord. Alors, et pour continuer justement par rapport aux informations sur, disons, les produits utilisés, plusieurs informations circulent également sur l'utilisation du Covid organique. Alors, est-ce que, disons que le Covid organique est utilisé dans la prise en charge des patients professeur Covid? Le Covid organique, nous avons appris il y a quelques semaines que le Togo a reçu des dons du produit Covid organique qui est un médicament, un phytomédicament ou médicament traditionnel amélioré. Avec nos collègues de la prise en charge, nous sommes en discussion pour voir comment il faut évaluer. Il faut évaluer le produit. C'est comme si demain, je vous dis que Niagampobol traite Covid, vous allez me dire c'est sur la base de quoi? Donc c'est dans ça que nos collègues vont d'abord voir si le produit n'est pas toxique, quelle est la posologie qu'il faut administrer, est-ce qu'on peut donner ce produit à la femme enceinte, etc., etc. On va faire une évaluation, pas un essai comparatif, mais on va faire une évaluation. Et ça prend du temps. Hein. Ah oui. La découverte d'un médicament, c'est entre 10 et 12 ans. Ah. Oui, ça prend du temps. Donc, on va l'étudier chez l'animal, ensuite chez des volontaires sains, pour voir si ça entraîne des perturbations au niveau du sang, au niveau du foie, au niveau du rein, avant de le proposer à des sujets qui sont malades. Et tout ce process doit être écrit dans un protocole, avec une évaluation, avec un conseil scientifique à qui vous rendez compte, et à la base de ces résultats, on prendra une décision s'il faut continuer ou non avec le Covid organique. À ce jour, je n'ai vu aucun article scientifique d'un pays africain, d'un chercheur africain, pour nous dire, nous avons utilisé le Covid organique, et voilà les paramètres que nous avons observés. Il faut que nous sortons un peu de pas de cette passion, mais de cette envie de dire que ça marche alors que nous n'avons pas de preuves scientifiques. C'est ça qui est un peu lourd avec le Covid-19. D'accord. Alors, docteur Panas, le problème, c'est que, bon, avec disons que comme la situation, la maladie, elle est mondiale, elle touche tout le monde. Donc, dès que vous apprenez une information ici, il paraît que ça fait ça. Bon, donc on se dit, mais pourquoi ne pas utiliser ça chez nous? Alors, ça nous amène à, disons, toutes ces informations, bon, on va pas dire fake news, mais toutes ces informations qui circulent sur le net, par exemple, par rapport à certaines plantes qui guériraient la maladie. Si on parle par exemple, on prend l'artémisia, ces derniers temps, dans toutes les maisons, on retrouve la plante parce qu'on nous dit qu'il faut utiliser de façon préventive et puis vous n'aurez pas Covid-19. Docteur Pana, quelle est votre position par rapport à cette information-là? Parce que les vendeurs d'artémisia ont commencé par faire des sous. Oui. Merci Anita. Ça me faisait sourire parce que je suis tout à fait d'accord des explications que le professeur vient de faire. Vous savez, il y a le monde scientifique, il y a le monde politique, il y a aussi des lobbies économiques, etc. Oui. C'est pour ça qu'il est difficile parfois de concilier les trois là. Mais rappelons-nous que nous travaillons, en tout cas les scientifiques et les agents de santé, nous avons comme matière l'homme. L'homme, ce n'est pas, même si je respecte ceux qui aussi considèrent beaucoup les animaux et tout ça, mais en laboratoire, on essaie d'abord sur les animaux avant d'aller chez l'homme. Ce n'est pas au hasard qu'on fait ça. C'est parce qu'on sait que, comme le professeur Kobi venait de le dire, lorsqu'on perd un homme, on ne peut plus le récupérer. Non. Et c'est toutes les conséquences qui s'en suivent dans la famille, des proches, etc. Donc, avant d'amener quelque chose pour être utilisé chez l'homme, vraiment, on doit être sûr. Il faut l'étudier. Que vraiment, ça ne va pas créer des problèmes
auquel on ne s'attendait pas. C'est important. D'où cette démarche scientifique. Nous comprenons les gens, quand il y a un problème, tout le monde s'affole. On veut chercher des solutions très rapidement. Quand le Covid-19 a commencé, nous avons vu chez nous ici au Togo et dans beaucoup de pays africains, notamment de la région ouest africaine, les gens, ça allait vraiment détruire, j'allais dire, les nimes. Mais oui. Les écorces, les feuilles. Et ceux qui avaient des nimes chez eux, ils étaient, comme vous venez de le dire, Anita, ils étaient devenus subitement riches parce que les feuilles de Nîmes, sur lesquelles on n'en voulait même plus, sont devenus de l'or. Heureusement, peut-être que ça va repousser parce que les saisons de pluie sont arrivées. Sinon, les pauvres arbres, les gens sont allés les détruire parce qu'ils voulaient prévenir. On comprend parce que quand il y a une situation, on jette de n'importe quoi pour voir si ça va marcher. Alors, d'abord, il faudrait comprendre que dans le monde entier, et particulièrement en Afrique et au Togo, on n'a pas encore acquis une méthodologie de prévention. On n'a pas encore dit, pour prévenir la maladie, c'est tel médicament il faut prendre. Pour le moment, l'OMS et les autres institutions n'ont pas tranché là-dessus. On n'a pas encore de propositions dans ce sens-là. Donc, il serait illusoire de dire, moi, je vais prendre ce médicament, cette potion-là, pour prévenir. Il faut faire très attention parce que dans l'utilisation des plantes, des remèdes traditionnels de chez nous, il y a aussi, le professeur Ekouebi vient de parler des doses et puis des effets indésirables comme... Tant qu'on n'a pas ces connaissances-là, il est difficile de pouvoir dire qu'il faut utiliser tel remède, ceci, cela. Je pense que dans le monde entier, et principalement l'Organisation mondiale de la santé, donne une importance à la pharmacopée traditionnelle. Pour preuve, nous avons en son sein, en sa structure-là, une direction qui se charge de ça. Si vous prenez le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique chez nous au Togo ici, il existe une division qui se charge de la pharmacopée traditionnelle. Et j'ai vu sur votre plateau ici quelques tradithérapeutes qui ont débattu de cette question ici. Je ne pense pas qu'aucun Africain soit contre qu'on trouve une plante qui puisse nous servir. Je ne vois pas. Non. Moi qui parle ici, si demain on me dit qu'il y a telle plante qui peut guérir le Covid-19, je serais très heureux. Au moins pour la première fois. On va dire que c'est en Afrique. En Afrique, on a trouvé ça. Je ne pense pas qu'il y ait un Africain qui soit contre ça. Mais seulement, il faut aussi qu'on s'inscrive dans les garanties, dans les procédures normales auxquelles nous avons librement souscrit en termes de démarche scientifique pour valider un remède ou une potion donnée. D'accord. Alors, Dr Pana, restons toujours dans, disons, les solutions qu'on pourrait trouver à cette situation. Est-ce que, vu que des pays voisins, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, ont commencé par, disons, desserrer un peu les taux, ouvrir les frontières, est-ce que au Togo, on ne pourrait pas penser à venir à ce stade-là, peut-être, bon, pas ouvrir déjà grandement où tout le monde passe, mais quand même une ouverture partielle des frontières. Et si oui, est-ce qu'il y a des risques qu'on encourt? C'est vrai qu'on a compris que les autres pays l'ont fait, il y a eu, disons, une flambée, mais si au Togo, on allait progressivement, est-ce qu'on arriverait là également? Je pense que vous venez de le dire par rapport à l'attitude que les dirigeants doivent avoir. Et je dois féliciter les autorités togolaises qui prennent des décisions bien fondées, bien mesurées, avant de les rendre publiques et avant de les faire appliquer. Parce qu'il ne sert à rien de se précipiter pour vouloir satisfaire la demande de X, de Y. Faire comme les et après, maintenant, on se retrouve dans des complications difficiles à gérer et surtout, comme vous venez de le dire, surtout qu'on peut trouver maintenant des flambées qui vont amener à des décès supplémentaires.
Je pense que les autorités togolaises sont en train de réfléchir là-dessus. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Et je suis sûr que après cette discussion, après analyse, et je pense aussi qu'ils ont déjà des éléments parce qu'il y a un conseil scientifique qui a été mis en place et ces réflexions-là ont été faites. Et je suis sûr que le gouvernement va, sur cette base-là, analyser qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles mesures on peut peut-être alléger un peu et quelles mesures on peut continuer à maîtriser ou à mettre en place. Alors, mais il ne faut pas vraiment que les gens disent « Ah, il faut lever les mesures barrières ». Bon, le Togolais est du genre, quand il voit chez le voisin, c'est qu'on peut le faire également chez lui. Oui, mais dans la sagesse africaine, ce n'est pas parce que vous avez vu votre voisin, vous m'excusez, taper sa femme tous les jours que vous aussi, vous allez vous mettre à taper votre femme. Vous voyez, non? Il ne faut pas faire le copiage pour faire le copiage. Il faut quand même copier des bonnes choses, les bonnes pratiques et avoir aussi sa sagesse dans les décisions. Voilà. Surtout que l'expérience que les autres ont déjà vécue doivent nous servir au Togo pour pouvoir mieux mener la lutte par la mise en œuvre des barrières qui ont été édictées. D'accord. Alors, professeur Ekwevi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces échanges, de ce débat, mais quand même, il est nécessaire de préciser ou de rappeler aux populations, disons, certains comportements à avoir. Mais la question que moi je pose, c'est de savoir, vous, en tant que spécialiste de la santé professionnelle en la matière, que préconisez-vous aujourd'hui? Nous sommes arrivés à un stade où nous avons franchi la barre des 400 cas. Et comme on l'a compris, on ira encore en progressant jusqu'à atteindre un pic. Alors, que préconisez pour rompre la chaîne de la contamination aujourd'hui? D'abord, nous allons apprendre à vivre avec le virus. Ça, c'est le message que nous voulons absolument faire passer aujourd'hui. Deuxièmement, c'est que la responsabilité individuelle de chacun est engagée. C'est-à-dire, je me protège, je te protège. Nous connaissons maintenant les modes de transmission du virus, c'est en parlant, en chantant. Donc, ceci nous amène à porter systématiquement un masque. Il faut porter le masque chaque fois que nous serons dans des endroits confinés. Nous connaissons également que le virus peut se transmettre par les mains sales. Donc, systématiquement, commencer par se laver les mains avec de l'eau et du savon et non du javel et appeler à la responsabilité collective. Les soignants doivent continuer leur rôle, c'est-à-dire accueillir les patients, mais surtout les leaders. Ce n'est pas une affaire de médecins, ce n'est pas une affaire de scientifiques. Donc les leaders religieux, les leaders politiques, les influenceurs, toutes les personnes de bonne volonté doivent participer à la lutte. Et nous en appelons même à la décentralisation pour qu'on puisse te dire quelle est la région qui sera la première région à éliminer ou à enrayer l'épidémie. Il faut qu'il y ait une petite compétition saine entre nous. Donc chaque quartier, chacun doit apporter sa contribution en se disant, dans mon quartier, il n'y aura pas je mets des gestes barrières, je mets un seau d'eau, je permets d'informer et de sensibiliser. Donc nous arrivons maintenant à une étape de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Merci beaucoup, professeur Ekwevi, professeur Didier Ekwevi, professeur agrégé de santé publique et épidémiologiste également. Alors, docteur Pana, vos suggestions pour arriver à rompre cette chaîne de contamination. Merci Anita. La première des choses, je vais demander aux concitoyens d'avoir confiance. Ça, c'est il faut avoir confiance aux personnes et aux dirigeants à qui vous avez donné la responsabilité de gérer votre santé. Donc le gouvernement, les autorités sanitaires, il faut avoir confiance en eux dans la prise de décision et dans les conseils qu'on donne pour que nous puissions les appliquer.
Parce que si nous n'avons pas confiance, si nous perdons confiance, eh bien, on risque justement de faire ce qui n'est pas adapté. Et on risque de ne jamais sortir de cette pandémie. Oui. Deuxième chose, il faudrait qu'on soit discipliné. La discipline, c'est extrêmement important. Au sein de la famille, si vous êtes chef de famille, vous êtes mère de famille, et que vous donnez des orientations qu'un de vos enfants ne suit pas, mais il amène toute la famille à la dérive. Oui. Donc il faut qu'on soit discipliné, discipline individuelle, mais aussi discipline collective. La troisième chose que je voulais aussi demander à la population, c'est d'accepter les gens qui ont malheureusement contracté la maladie. Il ne faut pas stigmatiser les gens. Lorsque on dit que la personne a capté a pu être atteinte de la maladie, on dit chez nous, il n'est pas allé acheter ça au marché. Non, pas du tout. Voilà. Donc, il s'est venu, il faut l'accepter et il faut l'encourager parce qu'une fois que la personne est déjà atteinte par le Covid-19, elle est déjà psychologiquement affectée, déprimée. Ce n'est pas en ce moment que les membres de la famille doivent encore enfoncer le clou. Il faut plutôt lui donner son affection, il faut plutôt l'entourer. Les personnes qui sont guéries et qui reviennent, il faut qu'on accepte de les recevoir parmi nous, de continuer la vie. Et puis surtout, savoir que lorsqu'elles sont guéries, elles ne sont plus contagieuses comme elles étaient. Au moment où l'affection était vive. Donc, mais on leur conseille toujours de porter les masques et de mettre en œuvre les autres mesures barrières. Enfin, il y a beaucoup de fausses rumeurs. Oui. Je crois que la technologie aujourd'hui permet aux gens... Hier, je regardais sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette démonstration-là où on a pris, un journaliste français a pris la physionomie de Trump et il a fait des déclarations qu'il sera candidat au présidentiel de France. Et après, il a expliqué comment le trucage a été fait. Donc, c'est pour ça que nous appelons à pouvoir faire très attention dans le cadre de la communication aux fausses nouvelles, aux fausses informations qui circulent. Malheureusement, parfois les gens ne prennent pas vraiment le temps de vérifier la source, la véracité, avant de disséminer ça sur WhatsApp, etc. Donc, nous appelons les uns et les autres de pouvoir, lorsque vous avez une information comme ça, peut-être d'approcher quelqu'un qui est mieux nanti, qui connaît mieux la problématique et vous édifier avant de disséminer cela. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, docteur Pana, docteur Paul Pana, médecin de santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui était donc sur ce plateau avec professeur Ekwevi pour nous parler justement de comment rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Rompre la chaîne de contamination, oui, mais comment? Eh bien, il faut de la discipline. La discipline est de mise dans la mise en œuvre des mesures et surtout la responsabilité individuelle et collective est sollicitée de tout chacun et de nous tous pour pouvoir enrayer le mal dans notre cité et par ricochet dans le reste du monde. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème, surtout sur la sensibilisation sur le coronavirus, la sensibilisation pour éviter le mal. L'autre rendez-vous, donc, c'est vendredi prochain. Restez toujours avec nous. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.